Institution de microfinance, si ce client donne son accord, l'institution peut faire des recherches sur la plateforme et voir quel est son profil en tant qu'emprunteur. S'il est déjà en relation d'affaires dans une institution de microfinance et quelle est la situation à la date d'aujourd'hui. Et en toute connaissance de cause, l'institution peut donc accepter de prendre le risque ou pas. C'est comme une sorte de banque de données que vous avez mise en place sur la clientèle de toutes les structures agréées et qui permet à une structure de microfinance, à l'occasion de l'octroi d'un crédit, de vérifier, d'avoir une traçabilité sur le comportement financier, voilà, pour éviter des risques de financement. Alors on va suivre certains de vos sociétaires qui ont accepté de nous confier tout le bien qu'ils pensent des prestations que vous leur offrez, en tout cas de l'utilité qu'il y a à appartenir au consortium Malafia. On va à la régie poursuivre. Et prendre le devant pour essayer de les discuter avec les autorités compétentes. Et donc cela permettrait que aujourd'hui nous avons par exemple une institution qui peut représenter l'ensemble des institutions et parler en leur nom devant les autorités afin que les problèmes que rencontrent ces institutions soient connus, soient maîtrisés et que ces problèmes aient des solutions. Depuis sa création, le consortium Malafia, en date du 31 août 2012, ne compte que 40 membres en son sein. Et pourtant, un nombre non négligeable d'institutions de microfinance continuent d'exercer dans l'informel, un état de choses déploré par certains acteurs. Il y a de gros risques et il n'est pas souhaitable que les Béninois continuent de déposer leur épargne avec des structures qui ne sont pas agréées. Il n'est pas souhaitable. Il est d'ailleurs proscrit qu'ils continuent de déposer leur épargne avec les institutions qui ne sont pas agréées. Et la liste des institutions qui sont agréées est disponible. Il peut consulter ça au consortium Malafia, il peut consulter ça à la direction de la promotion de la microfinance. Les clients actuels ou les potentiels clients qui ont envie de déposer de l'épargne ou du moins qui ont envie d'avoir des relations financières avec une structure doivent s'assurer de ce que ces structures ont l'autorisation formelle du ministère de l'économie et des finances. Autrement, c'est à leur risque et péril qu'ils travaillent avec des institutions non autorisées. Voilà, des sociétaires, des membres de votre consortium qui indiquent surtout la prudence aux clients, la prudence à observer. Vous observez une prudence vis-à-vis de certains clients douteux, mais également ils montrent qu'il y a aussi intérêt pour les clients qui vont vers les structures de microfinance à ce que celles-ci montrent patte blanche ou voir si elles-mêmes sont suffisamment agréées, si on peut se fier à elles. Alors question, pourquoi malgré cette sorte de caution que vous apportez, n'est-ce pas, à vos membres, il y en a encore près de 200, si je considère les 40 que vous avez enrôlés par rapport à ceux qui sont encore, les 4/5e qui sont encore dans l'informel. Et pourquoi il y en a encore à ce nombre-là qui traînent les pas? Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ne trouvent pas véritablement intérêt à adhérer au consortium? Oui, il y a encore ce nombre parce que beaucoup croient que n'importe qui peut exercer l'activité de microfinance. L'ancienne loi a beaucoup fait la promotion du secteur en permettant, en autorisant entre griffes, parce que l'ancienne loi même l'a interdit, avant d'ouvrir ses portes, il faut nécessairement être autorisé. Mais compte tenu du fait que nous faisions avec l'ancienne loi la promotion du secteur de la microfinance, il y a certains acteurs qui se sont installés de manière informelle et sans être inquiétés. Mais aujourd'hui, sur la base des résultats de ce recensement, le gouvernement veut véritablement procéder à l'assainissement de ce secteur et nous accompagnons le gouvernement à atteindre cet objectif. Et la preuve également, la politique de développement du secteur de la microfinance qui est en cours d'élaboration a comme premier axe stratégique l'assainissement du secteur. Parce que ce n'est pas tolérable que dans ce secteur de la microfinance, l'intermédiation financière étant une activité sensible, que des acteurs informels ou illégaux collectent l'épargne du public.
c'est pas vraiment, c'est même proscrit. Donc c'est très important que ce travail soit fait par l'association professionnelle aux côtés de l'État pour que ce secteur-là s'assainisse. C'est vrai qu'on voit les drames, hein, quand on se rappelle encore, il y a eu beaucoup de gens qui se sont suicidés à l'issue de la crise, l'éclatement de la bulle ICC, services et consorts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme formalité ou je veux dire, qu'est-ce qui empêche l'État ou vous-même d'accélérer l'enrôlement ou la régularisation de cette structure qui évolue dans l'informel? Parce que quand on sait qu'au bout, il y a des crises qui peuvent encore survenir, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ça traîne à ce point-là? Bon, ça traîne à ce point, non pas du fait de l'État, ni du fait de l'association professionnelle, mais plutôt du fait des acteurs eux-mêmes. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, n'importe qui ne peut exercer l'activité de microfinance. Il faut avoir les moyens. Et les moyens, c'est moyens matériels, c'est moyens humains, mais également moyens financiers. Y a-t-il un seuil financier qu'on fixe à toute structure de microfinance avant de démarrer? Non, certes, la nouvelle loi n'a pas défini un capital social minimum. On peut se constituer sous la forme associative, mais il faut quand même montrer aux autorités comme quoi on a les moyens. Les compétences techniques aussi pour pouvoir exercer cette activité, parce que n'importe qui ne saurait collecter l'épargne du public. Donc, est-ce qu'on a un local? Est-ce qu'on a du personnel? Est-ce qu'on a les outils pour exercer cette activité de microfinance? Est-ce que le contrôle est assuré? Parce qu'il s'agit de l'épargne du public. Quelle est la moralité aussi de ces promoteurs? Donc, il faut donner cette assurance-là pour pouvoir véritablement avoir l'agrément. Et nous ne luttons pas contre. Et bien au contraire, il y a certains partenaires qui pendant très longtemps ont fait la promotion des caisses d'épargne et de crédit, mais qui nous saisissent et demandent à ce qu'on puisse voir comment on peut aider ces institutions-là à constituer un dossier. Et en ce moment, c'est un marché à nous. Donc, compte tenu de notre connaissance, de notre expertise, voilà, nous apportons ce service-là à nos partenaires. Mais là, j'imagine votre position un peu délicate. En même temps, vous n'accordez pas des formations aux structures informelles, mais en même temps, vous ambitionnez de les aider à se régulariser en les édifiant sur les formalités, en les instruisant. Voilà. Comment vous allez procéder alors? Oui, il n'est pas interdit aux promoteurs de ces structures en voie de constitution ou de formalité, de s'adresser à vous, de s'adresser au consortium Balafia. S'ils viennent au consortium Balafia, ils seront bien reçus et on va les mettre sur la voie. Donc, quand ces partenaires nous sollicitent, on fait un travail de proximité avec les promoteurs ou les responsables de ces caisses, ne serait-ce que pour apprécier leur organisation, la documentation ou les manuels qu'ils ont, les outils qu'ils ont. Donc, on fait des recommandations et on les oriente sur le bon chemin afin que ces structures où ces promoteurs puissent rapidement constituer leur dossier qui a toutes les chances d'être accepté par les autorités. Alors pour rendre justice à ceux qui se sont déjà enrôlés, qui se sont mis en règle, qui font partie du consortium, pourquoi pour les aider par exemple, vous n'établissez pas comme une sorte de code de conduite, surtout à l'usage des clients, de la clientèle, pour la rassurer par rapport à ceux qui évoluent dans l'informel, afficher par exemple la liste devant l'officine de chaque structure, la liste de ceux qui sont agréés pour pouvoir mieux les orienter, surtout quand on sait que la majorité de cette clientèle elle est analphabète. Il faut bien mener une action de communication de ce genre. Oui, bien sûr. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, parce que si vous venez au consortium Balafia, vous avez le tableau des systèmes financiers agréés au Bénin. Vous avez ce tableau. Sur ce tableau, vous avez la liste des structures de microfinance reconnues par l'autorité. Et quand vous descendez au niveau des points de service de cette structure membre du consortium Balafia, vous verrez ce tableau affiché. Et également, depuis un bon moment, nous avons commencé par faire diffuser des communiqués pour donner connaissance à la population de la liste des SFD agréés par l'État béninois. Et vous les déclinez, ces supports de communication en langue nationale parce que en langue nationale, bien sûr. Et sur des radios communautaires. D'accord. Voilà. Alors, parlons toujours des opportunités que qu'auraient à gagner les structures qui accepteraient d'adhérer à au consortium, à votre association professionnelle. Est-ce qu'elles pourraient bénéficier, je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce que vous leur faites accéder aussi aux opportunités que vous offrent vos partenaires techniques? Parce que je sais que vous en avez. Bien sûr, parce qu'en tant que membre du consortium Balafia, vous êtes appelé à bénéficier d'un certain nombre de services, dont le renforcement de capacité. Mais en dehors du renforcement de capacité, il y a la promotion du membre.
Donc l'ensemble, le membre doit avoir accès à l'ensemble des ressources que dispose l'association ou que les partenaires de l'association disposent. Et pour renforcer cet ensemble de ressources à l'endroit de nos membres, nous sommes en relation avec l'État d'abord, qui est notre partenaire national. Nous avons adhéré à 2 réseaux africains de microfinance. Il s'agit du réseau africain de microfinance appelé AFMIN et de African Microfinance Transparency. C'est un réseau africain de microfinance qui beaucoup plus réalise la promotion de la transparence dans les structures de microfinance. Et également sur le plan international, nous sommes membres du réseau CIP Network, qui est un réseau international d'institutions de microfinance. Et ces structures mettent à notre disposition un certain nombre d'outils pour l'orientation, le développement stratégique des institutions de microfinance. Et c'est à partir de ces outils que nous organisons aussi des formations ou des ateliers d'échange d'expérience, de sensibilisation des structures de microfinance sur l'activité ou comment exercer cette activité de microfinance. À l'endroit des clientèles de vos structures agréées, à leur endroit, vous avez développé ce qu'on appelle pour les clientèles, ce qu'on appelle la GPS, la gestion de la protection sociale. Voilà. Comment vous, d'abord on va savoir ce que c'est et après comment vous conciliez ça avec des objectifs de performance, des objectifs sociaux avec des objectifs de performance économique et financière. Alors la GPS, c'est la gestion des performances sociales. Des performances, pardon. Voilà. Pendant très longtemps, on a focalisé le développement du secteur sur la recherche d'une performance financière. Parce qu'une fois créé en tant qu'institution, en tant qu'entreprise, il faut être financièrement viable. Oui. La preuve, il faut être financièrement viable pour pouvoir espérer atteindre les objectifs sociaux. Vous avez d'autant plus raison de le dire que l'une des critiques qu'on a formulées au microcrédit pour les plus pauvres, c'était la difficulté du recouvrement, du taux de recouvrement et aussi la critique faite, le procès fait en politisation de l'instrument, c'est à fond perdu. Donc, il y avait vraiment souci d'assurer la gestion. Oui, mais l'efficacité de la gestion financière. Oui, mais ça c'est un autre volet. Mais la gestion des performances sociales permet aux institutions de ne pas se détourner de leur mission première. Parce que lorsque vous demandez à chaque institution quelle est sa mission première, souvent elles vont vous répondre comme quoi c'est faciliter l'accès aux services financiers aux populations qui se sentent exclues du système financier classique. Alors, populations qui sont exclues du système financier classique, ce sont les populations qui n'ont pas accès donc aux services financiers proposés par les banques. Il s'agit alors soit des personnes qui sont pauvres ou des personnes qui sont dans des régions où il n'y a pas un point de service d'une banque. Alors, si la mission est ainsi exprimée, il va falloir que l'institution vous prouve, vous démontre quel est son mode de ciblage de sa clientèle. Est-ce que ceux qui viennent ou bien ceux qu'elles servent, est-ce que ceux-là n'ont-ils pas un accès aussi au service des banques? Et son positionnement géographique, elle privilégie quelle zone? Est-ce que dans ces zones-là, il n'y a pas un point de service d'une banque? Donc, et également le profil du client. Il faut que l'IMF définisse cela. Si ce sont des personnes pauvres, à partir de quels critères l'IMF reconnaît que telle personne constitue un élément de ma cible et il va falloir que j'œuvre pour pouvoir la satisfaire. Donc, avec nos membres, nous sommes en train de faire ce travail de promotion de la gestion des performances sociales pour que la mission d'abord, la mission de l'institution, qui est sa raison d'être, soit bien formulée afin que le volet social transparaisse. Alors, si le volet social transparaît clairement au niveau de sa mission, il va falloir développer une stratégie pour pouvoir accomplir le volet social de cette mission. Donc, quels sont les objectifs sociaux? Quels sont les résultats sociaux? Quels sont les indicateurs? Comment est-ce qu'on peut mesurer l'atteinte de ces résultats? Et donc, est-ce que le système d'information de gestion intègre cela? Parce qu'aujourd'hui, pas grand-chose ne se fait manuellement. Tout est informatisé. Donc, il faut que l'IMF ait un plan d'affaires qui retrace ces aspects-là. Il y a la mission, il y a les objectifs, il y a les indicateurs, il y a les résultats. Et tout ceci est suivi au quotidien. Donc, c'est une promotion que nous faisons pour que la mission première qu'on affiche aux structures de microfinance ou à la microfinance même, à savoir sa contribution à la réduction de la pauvreté, soit une mission réalisée, pourquoi pas, dans les 10 années ou dans les 20 années à venir. Justement, j'allais dire, si ce n'est pas mon habitude, c'est plein de mérite pour vous et pour les SFD de vouloir maintenir son âme
à cet instrument de lutte contre la pauvreté qu'est la microfinance originale aussi en soi. Mais la question qui va suivre, quand vous parlez d'indicateurs sociaux ou de performance sociale de la microfinance, de ce produit-là, c'est savoir en quoi peut consister cet indicateur. Quand on sait que l'impact en fait social, c'est la transformation positive que cet instrument de microcrédit peut avoir sur la vie. Je prends par exemple l'exemple des femmes qui font de petites activités génératives de revenus. Est-ce que l'indicateur va se réduire juste au taux de remboursement, la capacité de remboursement, ou vous avez d'autres impacts pour vérifier, d'autres indicateurs pour vérifier l'impact dans la vie réelle des clients? Alors, la mesure de l'impact est plus ou moins apolémique, mais aujourd'hui, ce qu'on peut mesurer immédiatement, ce sont les effets. D'accord, ce sont véritablement les effets. Mais il faut situer la contribution de la microfinance à la réduction de la pauvreté. La pauvreté, c'est un phénomène multidimensionnel. Nous nous attaquons seulement au volet monétaire, à la pauvreté monétaire. Et nous croyons qu'il y a plus de pauvres parce que ceux-là n'ont pas assez aux services financiers. Il y a des entrepreneurs parmi eux, il y en a qui ont des idées de projets, mais qui n'ont pas les ressources pour pouvoir saisir ces opportunités. Donc, nous les aidons à avoir ces moyens, ne serait-ce que pour mieux saisir les opportunités. Et pourquoi pas, pour que ces opportunités, une fois saisies, une fois fructifiées, leur permettent d'avoir des revenus pour améliorer leur quotidien. Alors, parlant d'objectifs sociaux ou d'indicateurs pour mesurer l'impact social. Justement. Alors, tout dépend de l'IMF, parce que autant qu'elles sont constituées, elles ne visent pas, elles n'ont pas la même mission. Je demande pardon à ceux qui nous suivent. Depuis qu'on parlait d'IMF, on fait référence aux institutions de microfinance. Voilà, ou au système financier décentralisé. Voilà. Donc, la mission d'un système financier décentralisé à un autre n'est pas la même, mais souvent, on retrouve dans l'énoncé de cette mission comme quoi on veut servir ceux-là qui se sentent exclus des services financiers classiques. Alors, il faut que ça soit précisé. Voilà. Parce que ça, il s'agit d'une cible assez large. Et c'est au niveau de la précision que l'IMF doit avancer les éléments concrets. Est-ce qu'il s'agit des femmes? Si oui, quel genre de femmes? Est-ce que ce sont des femmes qui mêlent des activités génératrices de revenus? Mais si c'est ça, quel genre d'activités génératrices aussi de revenus? Il s'agit de quel commerce? Il s'agit véritablement de quel commerce? Et quel est le niveau de vie au départ de cette cliente-là? Est-ce que lorsqu'on va dans sa maison, on constate qu'il y a des nids de pommes, on constate qu'il n'y a pas de mobilier,